Nous allons évidemment vérifier les conditions du quorum. Je demande à Mme Hélène Destin de nous faire l'appel nominal. Merci, bonsoir Monsieur le maire, merci à tous, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Bonsoir. Excusez-moi. Alors, donc, je vais procéder à l'appel. David Zobda. Présent. Alex Brichton. Claire Tunorfé. Georges-Louis Lebon. Judith Laborieux. Omer Murté. Christina Joseph Morose. Louis Cadignan, donné procuration à Monsieur Victoire. Virginie Mian. Elle est là, elle est là. Louis-Félix Filet. Yannick Etienne Notte. Henri Basson. Luc Ledoux. Rodolphe Bocali. Madame Bison a donné procuration à Monsieur Basson. Monique Raspag. Eugénie Zobda. Eugénie Zobda. Petit présent. Micheline Carollet. Fred Samo. Miguel Marilus. David Doulin. Max Burdi. Jean-Pierre Jean-Louis. Claudie Vétraud. Mylène Charlotte Abricot. Claudia Lérigab. José Crampel. Sandrine Elisabeth Gabé. Lionel Victoire. Maëlle Bourgeois. Lucie Latour a donné procuration à Madame Étienne Notte. Yolène Pendant. Pierre-Joseph Adélaïde. Thierry Bernard Adèle. Raoul Oligny. Cindy Sillon. Nelly Charlotte. Claude Marlin. Fabrice Dunon. Très bien, Monsieur le maire, le quorum est atteint. Très bien. Si le quorum est atteint, nous allons pouvoir délibérer valablement. Je demande à Max Burdi et à Yannick Etienne s'ils veulent assurer le secret. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai dit Max Burdi. Ah bon? Non. Mais je demande à Max Burdi. Mais c'est deux personnes en une. À Max Burdi et à Yannick Etienne s'ils veulent bien assurer le secrétariat. Très bien, nous allons donc pouvoir voter le compte-rendu de la séance précédente. Vous avez reçu le compte-rendu. Est-ce que vous avez des observations à formuler? Oui, Mylène? Oui, merci, Monsieur le maire. À la page 36, Oui. Là où tu interviens en commençant par « tu sais », Je interviens en disant tu sais, oui, le dernier chapitre. oui, la 8e ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui. Alors, je pense qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas possible d'aller plus 2025. Ah oui, oui, en effet, aller plus loin, oui. Aller plus loin. Ok, aller plus loin, 2025. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y en a pas, je mets donc le procès-verbal au vote. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Qui votent contre? Très bien. Merci, collègues. On va entamer l'ordre du jour. Je vais vous solliciter pour que Judith puisse passer son dossier concernant les VHU sitôt après la fin de la procédure des biens sans maître, le dossier cabinet, puisqu'elle est un peu souffrante. Et je voudrais la soulager un peu. Donc, nous allons commencer par le rapport d'activité de la CACEM, qui est un passage obligatoire en conseil. Ensuite, nous aborderons deux questions relatives au développement numérique, le réseau d'écran d'affichage dynamique et le podcast culturel et écologique avec la sphère. Ces deux dossiers-là seront présentés par notre collègue Crampel, qui est présent. Ensuite, procédure de biens sans maître sur la parcelle A593, c'est Fred Sabot qui présentera ça. C'est un petit reliquat sur le dossier du Calbassier. Ensuite, nous allons aborder les questions des ressources humaines avec Omer Murté, le nouvel organigramme, la création d'emplois fonctionnels, le renouvellement de la mise à disposition d'un certain nombre d'agents, M. Marconi, Lameski et Roland Rachel.
Et puis ensuite, la stratégie culturelle et sportive, les attributions de subventions par le collègue le bon Georges-Louis. Lionel Victoire présentera le point concernant la dotation au comité cycliste pour l'arrivée du Tour, puisque notre collègue Cadignan n'est pas là. Monique Raspac nous parlera du programme de la fête, et puis Judith, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous parlera du VHU, mais un peu plus haut. Sur les affaires juridiques, je présenterai moi-même le dossier concernant la SCCV à Cajou-Vallée. Vous savez, c'est le mur de soutènement qui s'est effondré sur le vieux chemin californien à Acajou. Nous sommes en train de voir le bout du tunnel. Et sur les affaires financières, Miguel Marilus nous portera 2 dossiers sur les garanties d'emprunt et une DM numéro 2. Et puis enfin, la convention constituée de groupements de commandes sera présentée en dernier point avec les marchés publics. Voilà, chers collègues, est-ce que sur l'ordre du jour, vous avez une remarque à formuler? S'il n'y en a pas, nous commençons tout de suite avec le premier point concernant la présentation du rapport d'activité de la CACEM, que je vais vous présenter très très rapidement. Je suppose que vous l'avez reçu, et c'est un document qui reflète l'activité de la CACEM sur l'année 2020, 2021, 2022. Donc il s'agit de la présentation au conseil municipal du rapport d'activité de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique couvrant la période 2022. Ce rapport a pour objectif de rendre compte des principales actions conduites par l'intercommunalité sur l'ensemble du territoire communautaire dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Il s'inscrit dans le plan de mandat 2020-2026, articulé autour de 5 orientations majeures: améliorer le cadre de vie, renforcer l'attractivité économique, favoriser la proximité citoyenne, encourager la solidarité entre les communes et affirmer le rôle régional de la CACEM. Le rapport d'activité témoigne de la résilience et du dynamisme de la CACEM durant la période de transition. Parmi les principales actions, vous verrez que figure le développement économique, un soutien à plus de 80 projets via le programme européen Leader, la création de la pépinière Upagro, qui se situe à Saint-Joseph, qui est dédiée à l'agrotransformation, et l'accompagnement renforcé des entreprises par le SAE. Ensuite, la transition écologique avec le déploiement du plan climat-air-énergie territorial, la restauration des mangroves, la promotion du compostage et l'action de tri et de réduction des déchets. Troisième point, c'est l'aménagement de la qualité de vie, l'ouverture du centre aquatique Pierre Sabot, la modernisation des espaces publics, le renforcement de la sécurité et de la prévention des risques. Quatrième point, la cohésion sociale avec l'accompagnement à l'emploi, le soutien au logement, les aides aux associations engagées dans l'économie circulaire et l'éducation environnementale. Enfin, un fonctionnement communautaire qui mobilise 473 agents pour un budget consolidé de 195 millions en 2022. L'ensemble de ces interventions a renforcé l'attractivité, la durabilité et la solidarité du territoire centre. En application de l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, les rapports d'activité de l'intercommunalité doivent faire l'objet d'une communication au conseil municipal. Les membres du conseil sont donc invités à prendre acte de la présentation du rapport d'activité de la CACEM, la présentation du rapport d'activité 2020 à 2022. Le document est présenté à titre d'information, conformément aux dispositions relatives au fonctionnement de l'intercommunalité. Voilà, chers collègues, la présentation du dossier. Vous avez reçu le rapport dans vos boîtes. S'il y a des questions concernant les actions menées par la CACEM et le fonctionnement de la CACEM, eh bien, nous pouvons aborder ces questions-là sans difficulté. Qui souhaite intervenir? Je pense donc que c'est un sujet qui n'a pas éveillé chez vous de grandes difficultés. Ce sont des points que vous connaissez très certainement. Beaucoup d'entre nous sont membres de la CACEM et participent régulièrement au débat. Nous avons même des présidences de commission. Je suppose que ce sont des sujets que l'on aborde régulièrement. Mais en tout cas, il faut présenter le rapport d'activité en conseil. Ça a été fait. Donc je propose que l'on vote pour prendre acte que ce dossier a été présenté en conseil municipal. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. Nous faisons le point suivant dans la foulée. Attendez que je me retrouve. Il s'agit du développement territorial numérique. C'est bien ça? C'est José Campbell, oui, tout de suite. José. Comment? Non, juste après.
José, je te passe la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Il s'agit du déploiement d'un réseau d'écrans d'affichage dynamique. L'affichage dynamique fait référence à l'utilisation d'écrans électroniques tels que les écrans LED et LCD pour diffuser les contenus multimédia, vidéo, images, texte. Il se distingue par sa flexibilité car il permet de mettre à jour des contenus en temps réel et de les adapter à l'audience et à l'environnement. Ainsi, ce nouveau canal de communication permet de remplacer les affichages statiques et d'attirer l'attention grâce à des contenus interactifs et dynamiques, réduire l'impact environnemental en limitant l'usage de supports papier, diffuser des informations en temps réel sur l'ensemble des zones concernées et utiliser simultanément plusieurs écrans répartis dans différentes zones géographiques, bâtiments, voies publiques. Donc, dans le cadre du projet Lamentin Grand Cœur, déclinaison du programme Action Cœur de Ville 2023-2026, le traitement de l'espace public par la mise en place d'une signalétique de nouveaux modes de communication urbaine est décliné dans la fiche projet 37, signalétique et communication urbaine. La modernisation des canaux de diffusion inclut le déploiement de réseaux d'affichage dynamique, communication, publicité, information réglementaire en harmonie avec l'environnement. Ainsi, depuis 2020, la ville s'est engagée dans cette transformation numérique en déployant une solution Magic Info de Samsung au sein de la médiathèque et du CCAS, avec des impacts positifs sur la vie culturelle et communautaire. Meilleure accessibilité à l'information, réduction de l'utilisation du papier. De cette expérience concluante permet aujourd'hui d'envisager un déploiement structuré sur l'ensemble du périmètre Action Cœur de Ville, centre-ville aggloméré, d'un réseau d'écrans d'affichage au sein des infrastructures municipales et sur la voie publique. Donc, il est proposé un projet global d'acquisition et d'installation d'écrans qui sera réalisé en 3 phases. Une première phase au 2e semestre 2024. Donc, nous avons eu l'acquisition et l'installation de 10 écrans, 6 d'affichage dynamique intérieur, 1 au service technique, 2 à l'hôtel de ville, hall d'entrée, accueil du maire, 1 au pôle enfance, 1 à l'OCL et 1 à l'ancienne mairie. Et 2 écrans interactif d'affichage légal au service technique. Au 2e semestre 2025, il y aura le déploiement de 4 écrans dans les espaces publics et les échangeurs routiers, un écran d'affichage à la maison de projet, un écran d'affichage en entrée de ville à définir avec un groupe de travail, un mur d'image d'affichage événementiel qui sera mobile pour nous permettre d'avoir plus d'efficacité et nous éviter la location. Au 2e semestre 2026, le déploiement de 14 écrans ou assimilés au sein des services et structures satellites municipaux et dans les espaces publics. Donc 5 écrans d'affichage dynamique intérieur dans l'ex-immeuble BNP, 2 à l'OCL, 1 au centre culturel de Petit Bambou, 1 au centre culturel de Basse-Gondo et 1 au service technique, service atelier. Et 1 à l'office des sports. Et 4 écrans d'affichage dynamique extérieur, 2 en entrée de ville et 2 en centralité de quartier à définir avec le groupe de travail. Et un autre mur d'affichage événementiel. Et 2 écrans d'affichage légal intérieur, 1 à l'hôtel de ville et 1 au CCAS. Voilà, donc la commission modernisation des systèmes d'information et la commission du 30 juin 2025 a émis un avis favorable à la proposition des déploiements d'un réseau d'écrans d'affichage dynamique ainsi que du plan de financement afférent. Donc il est demandé ici au conseil municipal d'approuver le projet global d'acquisition d'écrans à affichage dynamique ainsi que le plan de financement y afférent qui est en note et d'autoriser monsieur le maire à mettre en œuvre les dispositions y afférentes. Voilà, monsieur. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions relatives au déploiement de ces écrans sur le territoire et surtout le séquençage 2024, 2025, 2026. Nous avons déjà commencé, nous allons donc poursuivre dans le courant de cette année et au courant de l'année prochaine. La question concerne l'animation. Comment fait-on pour animer? Comment fait-on pour rafraîchir les informations? Qui suit? Comment on fait? Je pense que ce sont des questions importantes qu'il faut... Et tout à fait, tout sera centralisé au niveau... aborder. Tout sera centralisé au niveau du service communication et du cabinet. Donc les informations sont centralisées à partir du cabinet et du service communication. Donc c'est ce service-là qui va permettre de déployer toute la communication au niveau de tous ces outils de communication. Voilà. Et on fait le lien avec tous les services, les satellites et tout ça.
Tout à fait. Je pense qu'on fait aussi passer des informations concernant le fonctionnement, l'animation, les programmes d'activité, les programmes, etc. Toutes les informations. Voilà, ça permet de façon générale, c'est un support de communication supplémentaire qui va permettre de diffuser aussi les flux qu'on a déjà sur nos réseaux sociaux, mais aussi de diffuser des flux supplémentaires, comme des informations, des notes de la ville, et aussi dans le cadre de la résilience, s'il y a des alertes, des précautions, voilà, etc. Ça va permettre à l'ensemble de la population, des agents, d'être informés et de réagir sur le moment un peu plus rapidement. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail transversal à faire en collecte d'informations et en hiérarchisation de diffusion. C'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un groupe de travail qui a été mis en place, pour justement organiser tout ça. Enfin, d'autres questions? S'il n'y en a pas, je propose que l'on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci collègue, tu fais ton deuxième dossier. C'est le projet Sphère. Oui, il s'agit ici des voies de la transition, le podcast culturel et écologique de la Sphère. Donc, un petit historique, la ville a signé en 2024 une convention de mise à disposition de locaux, assortie d'une convention de partenariat avec l'association La Sphère, pour la mise en œuvre de projets Fab Lab, Lotech, Media Lab et médiation numérique. Donc c'est à l'ex-bâtiment BNP, à la rue Ernest-André, en collaboration avec les services et satellites municipaux. Ces activités sont implantées à la rue Ernest-André, ont pour objectif de participer à la redynamisation du quartier, de ce quartier situé dans le périmètre politique de la ville et Action Cœur de Ville, et représente également un pôle d'attractivité pour les porteurs de projets low-tech, plus largement l'ensemble des composantes de la cité lamantinoise. Dans ce cadre, l'association a répondu à un appel à manifestation d'intérêt, DAC ADEM, Racines pour demain, Souche pour demain, fusion de l'art et de l'environnement en co-construction avec les services et satellites de la ville et les acteurs associatifs, économiques, éducatifs et de la société civile. Cette AMI vise à soutenir 3 initiatives innovantes alliant art et engagement environnemental, permettant l'accès à la culture sur l'ensemble du territoire à tous les publics. La Sphère a choisi de proposer la réalisation d'un podcast. Il s'agira ici de conjuguer création artistique et sensibilisation à la transition écologique. Le podcast Voix de la transition porté par l'association La Sphère est une initiative culturelle, écologique et sociale visant à reconnecter la population martiniquaise, singulièrement lamantinoise, à son territoire, à ses racines et aux enjeux contemporains. Ce projet entend valoriser les voix locales à travers des récits ancrés, des témoignages, des immersions sonores, des échanges engagés. Il s'agit de créer un espace intergénérationnel d'expression, de transmission, de sensibilisation autour des sujets comme l'écologie populaire, la santé publique, les traditions vivantes, les luttes sociales et l'innovation communautaire. L'objectif est de produire 16 à 20 épisodes sur 18 mois avec la participation des acteurs citoyens, artistes, sportifs, acteurs de la transition écologique, professionnels, de santé, etc. D'institutions comme la ville du Lamentin, l'ARS, l'ACTM et diverses associations locales. Le projet souhaite mobiliser, documenter, transmettre et préparer un futur enraciné, durable et solidaire, en faisant dialoguer mémoire, innovation et résilience comme suit. Créer un média audio original et accessible, ancré dans la culture martiniquaise et dédié aux enjeux de la transition écologique. Donner la parole à la diversité des acteurs locaux. Articuler écologie et culture en valorisant des récits et pratiques de la transmission culturelle. Impliquer les publics dans la fabrication du podcast et diffuser le podcast à grande échelle via une stratégie multimodale. Donc le plan de financement prévisionnel sur 18 mois d'activité y est associé. La commission modernisation des systèmes d'information du 30 juin 2025 a émis un avis favorable à cette proposition partenariale et au plan de financement. Et il est demandé ici au conseil municipal d'approuver la proposition, le projet de partenariat et le plan de financement, notamment la valorisation des apports de la ville proposés par la Sphère et d'autoriser M. le maire à mettre en œuvre les dispositions y afférentes. Voilà. Merci José, concernant ce programme très intéressant. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires concernant ce sujet que l'on décline pour l'instant sur l'environnement, etc., mais qu'on pourra décliner après sur d'autres thématiques comme le patrimoine, la culture, etc. Je pense qu'il y a un champ qui sera désormais ouvert sur tout ça.
Et je veux noter aussi la contribution de la ville qui est en contribution matérielle, la mise à disposition de locaux, temps passé par les agents, etc. Donc c'est un beau projet qui finalement est très bien financé. Est-ce qu'il y a des remarques? Il n'y en a pas, on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre ce projet, qui s'abstiennent? Merci collègues. Je vais demander à Judith de présenter le projet sur les VHU. On a soulagé un peu, alors je vous demande de vous rendre à je ne sais pas quelle page vous avez, mais 154. C'est la même pagination? Si c'est page 154, oui. Si c'est le document papier. Après, oui. Vas-y, oui. Alors, mise en œuvre du plan de gestion des VHU, véhicules hors d'usage. La commune du Lamentin fait face depuis plusieurs années à une prolifération de véhicules hors d'usage, abandonnés, générant de graves nuisances environnementales, sanitaires et sociales. Pollution, insalubrité, insécurité, prolifération de nuisibles et sentiment d'abandon de la population. Dès 2008, la municipalité a mis en œuvre une politique volontariste de lutte contre ce phénomène, allant au-delà des obligations réglementaires. Grâce à des marchés publics successifs et à la collaboration de TDA VHU, traitement des déchets automobiles, véhicules hors d'usage, et de l'association Entreprises et Environnement, près de 10 000 VHU ont été ainsi enlevés. Malgré ces efforts, le problème évolue. Les véhicules en stationnement abusif prolongé remplacent les VHU classiques sans que les moyens adaptés fouillères soient disponibles. Cette situation nécessite une adaptation de stratégie et de renforcement. Alors, un véhicule en stationnement abusif, c'est un véhicule qui reste plus de 8 jours sur site. C'est un véhicule qui roule, qui peut rouler et qui reste plus de 8 jours sur site et qui, après 8 jours, est verbalisé. 3 mois, si le véhicule reste 3 mois sur site, il y a une mise en demeure qui est faite, un enlèvement si le propriétaire reçoit la mise en demeure, ne reçoit pas la mise en demeure, on ne répond pas, mais si le propriétaire reçoit la mise en demeure, il est tenu d'enlever, de déplacer le véhicule, de l'enlever. Donc il faut bien faire la différence entre VHU et véhicule en stationnement abusif. Alors, malgré ces efforts, le problème évolue, donc je l'ai dit. Alors, nous avons cette situation qui nécessite une adaptation de stratégie en renforcement des moyens. Alors, il y a un objectif, il y a un plan qui s'articule autour des 9 axes prioritaires. Premièrement, optimiser le recensement des VHU, procéder au marquage des VHU par code couleur, créer une fouillère intercommunale dédiée au stationnement abusif, déployer une campagne de sensibilisation auprès des propriétaires, travailler avec les bailleurs sociaux, prioriser les quartiers les plus touchés, mettre en place un plan d'action, assurer un suivi mensuel des données VHU par secteur, mettre en œuvre l'amende administrative visant à endiguer durablement le phénomène d'abandon des véhicules et qui se décline comme suit. Optimiser le recensement, c'est améliorer l'identification et la géolocalisation des véhicules abandonnés sur le domaine public et privé. Procéder au marquage des véhicules par code couleur, donc mettre en place un système visuel de classification pour faciliter le suivi et prioriser les interventions et informer la population que ce véhicule-là est déjà pris en charge. Créer une fouillère intercommunale dédiée au stationnement abusif, donc disposer d'un outil de gestion mutualisé pour traiter les véhicules en stationnement prolongé, déployer une campagne de sensibilisation auprès des propriétaires, donc qui a déjà commencé à informer la population sur les obligations légales, les risques et les solutions existantes. Renforcer le partenariat avec les bailleurs sociaux, donc agir sur les espaces résidentiels souvent impactés et impliquer les gestionnaires d'immeubles, prioriser les quartiers les plus touchés, cibler les zones à forte densité de VHU pour une action plus efficace et visible. Donc c'est pour ça que l'on demande aux élus de signaler les VHU qui sont sur leur quartier, mettre en place un plan d'action, formaliser une stratégie d'intervention avec un calendrier
des moyens dédiés et des objectifs précis. Assurer un suivi mensuel des données VHU par secteur, donc suivre l'évolution du phénomène, mesurer l'impact des actions et ajuster les priorités. Mettre en œuvre l'amende administrative, donc utiliser l'outil juridique prévu par la réglementation pour sanctionner les contrevenants et dissuader les comportements illégaux. La réussite de cette démarche repose sur une mobilisation collective, services municipaux, partenaires institutionnels, bailleurs sociaux et surtout les citoyens doivent agir de concert pour restaurer durablement un cadre de vie sain, sécurisé et valorisé. Donc, il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur l'adoption de ce plan de lutte contre la prolifération des VHU qui symbolise l'engagement de la commune pour un territoire plus propre, plus respecté et plus respectueux de ses habitants. Merci Judith. Vous avez le plan derrière, le dossier est constitué. Je vous passe la parole si vous souhaitez vous exprimer sur cette situation des VHU et surtout la réaction qui est la nôtre aujourd'hui. C'est pas cher, 4,97 €. Pour un VHU, c'est pas cher. Bien. Oui, vas-y. Oui, bonjour tous. Donc là, nous demandons un effort supplémentaire de la part de la force publique, mais en parallèle, nous ne demandons pas un effort supplémentaire de la force privée. Parce que si après 18 ans, nous arrivons à ces constats-là, si après 18 ans, plus d'une fois, j'ai eu l'occasion d'interpeller Judith Laborieux pour divers quartiers sur le territoire du Lamentin, avec des réponses, je veux croire, qui ne dépendent pas totalement d'elle. Nous avons un gros problème sur le quartier de Lombois, où il y a véritablement beaucoup de VHU entassés. Il faudrait qu'il y ait quand même, dans toutes ces demandes, d'une revendication supplémentaire accrue de la force privée. Donc, est-ce qu'on pourrait rajouter un point pour qu'il y ait une implication plus forte de la part de TDA VHU et de l'autre association pour l'enlèvement des VHU, des réponses plus rapides aux demandes de la collectivité ville de Lamentin et une action plus rapide de leur part concernant l'enlèvement des VHU. Oui, d'autres remarques? Non, mais tu as parfaitement raison. Je pense qu'il faut qu'on accélère les procédures vis-à-vis de TDA, qui, à mon avis, effectivement, ne prend pas, à mon avis, la mesure du problème. TDA est financé par l'ensemble des vendeurs de voitures ici en Martinique. La loi donne obligation aux concessionnaires de pouvoir récupérer les véhicules qu'ils ont eux-mêmes vendus. Et je vous rappelle que quand vous achetez le véhicule, vous payez aussi le processus de récupération du véhicule. C'est inclus dans le prix de vente. Donc, quand ce n'est pas fait, c'est de l'argent qui est utilisé simplement comme une recette. Mais c'est un travail qui est dû. Donc, on le dit souvent, mais je pense qu'il faut, à l'accompagnement de ce plan, renforcer la pression autour de TDA pour que TDA agisse de manière très efficace, plus efficace, sur le territoire du Lamentin en particulier, puisque nous nous occupons du Lamentin, mais aussi sur le reste du territoire de la Martinique. C'est un point qui est très important, parce qu'on ne va pas y arriver tout seul. En 17 ans, on a eu quelque chose comme 10 000 véhicules enlevés sur le Lamentin en 17 ans. C'est pas rien. C'est à peu près 600 véhicules par an. C'est énorme. Mais néanmoins, il y a encore en Martinique un stock d'environ 25 000 véhicules VHU qui traînent sous les bois, dans la campagne, au bord des routes, etc. Donc il y a vraiment un plan drastique à mettre en œuvre. Et si tout le monde prenait le taureau par les cornes comme on le fait, je pense qu'on commencerait à avoir un début de solution. Alors oui, nous allons renforcer la pression sur TDA. Oui, nous allons aussi contribuer par nos propres moyens à pouvoir lutter contre les VHU, d'abord en nous équipant. Deuxièmement, nous avons prévu de faire une opération coup de force le 13 août au Lamentin avec une conférence de presse. Nous allons présenter le plan qui, vous le voyez, est articulé autour de 3 grandes thématiques. La première, c'est celle de l'information, dire aux gens ce qu'ils peuvent faire de leur véhicule, comment il faut le faire,
comment ils ont accès aux 5 centres agréés, etc. Leur donner un maximum d'informations pour qu'ils sachent précisément ce qu'ils doivent faire du véhicule et comment le faire. Deuxièmement, l'organisation des services autour du contrôle territorial, la connaissance du territoire, la connaissance des véhicules et tenir à jour régulièrement les fichiers, activés par le biais de brigades que nous allons créer, pas seulement pour les VHU, mais qui seront aussi utilisées pour les VHU, la brigade de l'environnement et la brigade de la construction, enfin, de l'urbanisme, voilà, je cherche le terme, construction, urbanisme et environnement. Nous allons créer 2 brigades qui vont sillonner le territoire et qui vont relever toutes les infractions qui seront commises, y compris sur les apports et les transferts de VHU. Ce seront des agents qui seront formés et assermentés. Et puis la police municipale va prendre en main le processus d'enregistrement, de déclaration, etc. Et puis le 3e volet, c'est le volet répressif. Parce qu'il faut évidemment toucher là où ça fait mal et sanctionner les gens qui continuent à déverser les véhicules sur le Lamentin. Je rappelle que beaucoup de véhicules ne sont pas des véhicules déposés par les Lamentinois eux-mêmes. On a observé qu'il y a entre 70 et 80 véhicules, 80% des véhicules qui ne sont pas des véhicules dont les propriétaires sont Lamentinois. Mais néanmoins, ils sont martiniquais. Et quand on dit PIA, c'est à nous, quand on dit qu'il faut soigner le pays, il faut faire ci, il faut faire ça, mais c'est chacun qui doit être responsable de ça. Donc nous prenons les choses le problème par le bon bout, nous essayons d'activer, on sera très, très offensif sur la question, et puis il y a un dernier point sur lequel il va falloir qu'on soit attentif, c'est la création de la fourrière. Le problème d'un véhicule qui est stationné de manière prolongée, ce n'est pas un VHU. Donc il ne peut pas rentrer dans la filière de traitement administratif et financier de VHU. Pour cela, il faut une vraie fourrière qui fonctionne et que le véhicule soit emmené en fourrière et que le propriétaire soit sanctionné et qu'il paye en tant que tel. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va? Qu'il paye les heures de fourrière et qu'il puisse payer aussi l'amende pour récupérer son véhicule. Ce sont des choses qui vont nous permettre d'avoir un vrai suivi. Alors sur ça, on est en lien avec la CACEM, mais ça reste encore à travailler, parce que je ne voudrais pas qu'on ait... si c'est nous qui posons la question, ils nous diront peut-être qu'il faut que la fourrière soit encore une fois ornementale. Bon, on verra bien. Mais la fourrière est nécessaire, elle est obligatoire maintenant dans un pays comme le nôtre. Il faut une fourrière. Pour l'instant, il n'y a pas de fourrière. Et les véhicules sont entreposés un peu partout, un peu nulle part. Voilà. Donc c'est un vrai souci. Donc, chers amis, je suis, moi, très offensif sur la question. C'est un vrai sujet important au Lamentin. Vous êtes dans les quartiers, vous voyez très bien ce qui se passe. Il faut agir. Et de même, il faut conduire aussi une réflexion, et ça, on va le faire avec l'ADA et avec les autres partenaires, autour des garagistes. Les garagistes tels qu'ils sont aujourd'hui dans nos quartiers, ce sont des petits garagistes qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui néanmoins réparent dans la rue, sortent les pièces sur des véhicules qui sont garés sur le bord des chemins communaux et qui abandonnent quelquefois les véhicules dans la nature. On a ça dans tous nos quartiers, pas très loin d'ici, là, on en trouve. Donc il faut évidemment accompagner ces garagistes-là pour mieux les former, trouver des espaces où ils pourraient entreposer leurs véhicules, leur donner d'autres conditions de travail, les accompagner en quelque sorte, mais il faut arrêter d'avoir des dizaines et des dizaines de véhicules garés sur le bord des voies communales ou sous les bois, parce que c'est plus possible. C'est plus possible parce que, évidemment, ce sont des véhicules qui ont des batteries, qui ont des huiles, qui ont tout ça, et qui polluent la nature et qui polluent le cadre de vie. Tout récemment, on me disait qu'il y avait un VHU qui était chez plus haut et qu'il y avait des serpents. C'est ça, c'est des rats, des serpents, des nuisibles qui sont dans les VHU. Donc il faut absolument qu'on prenne ce problème-là à bras-le-corps et qu'on agisse. Effectivement, qu'on fasse pression sur le privé, mais qu'on soit aussi capable de porter un vrai plan dynamique et performant. Voilà. Oui. Oui, nous entendons bien que ce n'est plus possible, mais je donne deux exemples. Sur la départementale à Gondo, nous avons là un garagiste que nous connaissons tous, et il y a un problème de stationnement abusif des véhicules qu'il répare. Donc, en plus de la pollution visuelle, en plus de la pollution tout court, il y a aussi des risques accidentogènes accrus à cause de ces stationnements abusifs.
Il y a l'autre exemple, à Palmiste, pas très loin de chemin là-haut, il y a aussi un jeune garagiste. Bon, j'entends bien qu'il essaie de développer son activité, mais cela crée aussi des stationnements abusifs. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, là encore, avoir une politique avant de répression, mais de prévention vis-à-vis de nos garagistes, parce que c'est véritablement une gêne occasionnée pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faudrait avoir un discours clair vis-à-vis de la CACEN. Ce n'est pas que les Lamentinois, singulièrement les habitants du quartier Grand Case, qui sont contre la fourrière. Ils sont contre le fait qu'il n'y ait qu'une seule voie d'accès, la voie du quartier. On avait proposé qu'il y ait une autre voie d'accès, et c'est possible spécifique pour la fourrière. Et deuxièmement, que cette fourrière ne soit pas transformée en lieu de casse. Parce qu'en réalité, c'est ce qui gênait. Que ce ne soit pas simplement une fourrière, mais que ce soit une décharge à ciel ouvert en plein quartier résidentiel. Donc si c'est une fourrière louée à la vocation de fourrière, je ne pense pas que ça va poser problème. Mais que nous restions simplement dans la limite de fourrière, et non pas une casse. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est d'ailleurs ce qu'on avait dénoncé sur le fonctionnement de la fourrière, entre guillemets, qui n'était plus une fourrière, mais qui était une véritable casse dans un quartier résidentiel. Donc pour moi, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur ce qui sera proposé. Nous voulons une fourrière, nous ne voulons pas une casse supplémentaire. Il y en a déjà 3 au Lamentin. Sur les 5 casses agréées, il y en a 3 au Lamentin. Donc on est suffisamment pourvu en casse. Il faut une fourrière qui fonctionne comme une véritable fourrière. Et pas forcément là où elle était, parce qu'il y a peut-être d'autres projets portés par la CACEM pour récupérer l'espace, mais sur un endroit peut-être moins gênant, moins résidentiel, plus enclin à accepter une fourrière avec un vrai fonctionnement de fourrière. Et concernant les garagistes, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est d'abord l'accompagnement de ces garagistes-là, leur proposer autre chose et qui fonctionne différemment. Bien sûr que tu as décrit, Fred Samo nous l'a signalé depuis quelque temps, pas plus tard qu'hier encore, tu as posté aujourd'hui, tu as posté quelque chose concernant ce garagiste à Gondo, mais c'est le cas aussi dans plein d'autres quartiers du Lamentin. Montpito, c'est pareil, Duchesne, c'est pareil, etc., etc. Il y a beaucoup de quartiers où il y a des Martiniquais, des Lamentinois qui travaillent comme ça, comme on faisait à l'ancienne, mais qui évidemment présentent de véritables dangers. Tu as raison de le signaler, c'est vrai. Et ça, on les a recensés d'ailleurs. On sait à peu près où ils sont, combien ils sont, et maintenant il faut rentrer dans un processus avec la Chambre des métiers, avec la DEAL, d'accompagnement pour qu'ils changent leur manière de faire et qu'ils soient plus une activité qui nous présente le moins de danger possible, à la fois sur l'environnement, mais aussi sur la circulation routière. Fred, tu voulais intervenir? Ah bon, d'accord. C'était ce que tu voulais dire. OK. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc vous allez recevoir l'invitation pour la journée du 13 août concernant l'opération coup de poing que l'on va organiser avec TDA et la DEAL, et la conférence de presse que l'on va donner pour expliquer le sens de ce plan VHU. Très bien. Donc on le met au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci collègues. Merci Judith. Si tu te sens bien, tu peux rester. Si tu te sens malade, je t'invite à rentrer. Tu vas rentrer, d'accord. Bon, je passe la parole à Fred Samo concernant le point relatif à la parcelle A193. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir collègues. À propos de cette présentation, vous avez reçu un plan de division et un plan cadastral pour bien situer la parcelle 193 orpheline à ce jour, et qu'après nos votes, cette parcelle-là aura 1 mètre. On l'espère, en tout cas pour nous permettre de poursuivre notre opération d'aménagement. Donc il s'agit en effet de la fin de procédure de bien 100 mètres de la parcelle, comme tu l'as cité, à 193, dans la concession du Calbassier. Par délibération du 24 juillet 1995, la ville de Lamentin a confié à la Sémaville la concession d'aménagement Mao-Calbassier. Lors de la transformation de la Sémaville en DEFIA en 2020, il a été acté de proroger la concession pour la réalisation du développement urbain décidé par la ville en 2022 dans le cadre de l'action Cœur de Ville jusqu'en 2026.
la cession de charges foncières auprès du promoteur ICAD dans le cadre de l'appel à projets urbains innovants pour la réalisation d'un programme immobilier mixte nécessite une maîtrise foncière d'environ 8000 m². La parcelle A193, propriété privée, fait l'objet depuis décembre 2024 d'un arrêté municipal avec le lancement d'une procédure de bien s'en mettre suite à une délibération antérieure. Conformément à la procédure, une enquête approfondie avec le concours du notaire, des archives territoriales, de la DRFIP et des services municipaux fut réalisée. Par la suite, des mesures de publicité ont été prises en mairie le 24 décembre 2024, d'affichage au droit de la parcelle le 24 décembre 2024 et publication dans le quotidien local France Antilles le 19 janvier 2025. Le 29 janvier 2025, merci. Le délai de 6 mois pour les réclamations de potentiels héritiers est arrivé à échéance le 24 juin 2025. Ainsi, une délibération du conseil municipal, puis un arrêté municipal doivent être pris pour une incorporation du bien dans le domaine privé de la ville avant rétrocession au concessionnaire DEFIA, une fois le service des domaines saisi et l'avis rendu pour le prix de cession de cette parcelle A193. Il nous est demandé aujourd'hui au conseil municipal d'incorporer la parcelle A193 dans le domaine privé communal et de donner délégation à M. le maire pour signer les actes se rapportant à la conclusion de cette procédure et l'acte notarié. Voilà. Très bien, merci Fred. Il s'agit de, vous avez sur le plan le positionnement de ce terrain qui était sans droit ni maître et que nous allons récupérer. C'est un petit terrain, un chouïa qui fait 150 m², mais nous sommes obligés de faire toute la procédure avant de pouvoir le récupérer. Donc voilà. C'est un petit terrain, un grand projet, exactement. C'est bien vu. C'est bien vu. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Oui. Comment? Mais pas besoin de faire des commentaires. On vote. Mais non, on vote pour qu'il n'y ait pas un terrain sans mètres. Pas besoin de faire politique. On laisse ça, monsieur et Samo. Non, mais alors, parce que vous avez fait m'absent comme un point. Et moi, je ne suis pas pour ça. Donc, je vote pour que la mairie récupère ce terrain et soit propriétaire du terrain. D'accord. Mais nous, on le vote pour faire un projet. Mais non. Très bien. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Je passe la parole à Omer Mioté pour les questions relatives au personnel. On commence par la mise en place de l'organigramme. Oui, bonjour à tous. La ville de Lamontagne s'est engagée depuis plusieurs années dans un processus de modernisation pour tenir compte des enjeux normatifs, économiques, environnementaux, sociaux, démographiques et technologiques qui touchent notre territoire. Pour ce faire, un projet de territoire intitulé CAP 2032 a été élaboré. La mise en œuvre de ce projet s'accompagne d'une réorganisation de l'administration par un nouvel organigramme en cours de déploiement depuis le 1er janvier 2025. Analyse. Cette redéfinition de la technostructure a conduit à la création de nouvelles directions générales adjointes, de nouvelles directions, de nouveaux services, missions et cellules. Les missions et ces structures ont été revues, redimensionnées, avec pour corollaire la création et la suppression de postes. Concrètement, 2 nouvelles directions générales adjointes ont vu le jour, à savoir la direction générale adjointe aménagement et développement du territoire, 2, la direction générale adjointe infrastructure et bâtiments. La direction générale des services techniques a été supprimée et remplacée par la direction générale adjointe infrastructure et bâtiments. En outre, l'ensemble des directions générales adjointes existantes sont changées de dénomination et leurs champs de compétences ont été élargis. En effet, la direction générale adjointe des ressources humaines et logistiques est devenue la direction générale adjointe ressources. La direction générale adjointe
Finance devient la direction générale adjointe Finance et Stratégie. La direction générale adjointe Affaires juridiques et sécurité devient la direction générale adjointe Sécurité, protection et prévention. La direction générale adjointe Service à la population devient la direction générale adjointe de Cohésion, Solidarité et Service à la population. Au sein de la direction générale des services, ont été créés 3 postes de chargés de mission, précisément 1. La mission de développement territorial numérique, 2. La mission conception et suivi de l'attractivité, 3. La mission accompagnement et suivi de la performance et de l'administration. En conséquence, il y a lieu d'une part d'actualiser le tableau des effectifs qui sera présenté dans une prochaine séance à l'Assemblée délibérante, d'autre part de valider le nouvel organigramme. Au regard de ce qui précède et conformément aux articles y afférents, l'Assemblée, il y a nécessité pour l'Assemblée délibérante, en l'espèce le Conseil municipal, de se prononcer sur le nouvel organigramme après le vote unanime au CST en date du 5 décembre 2024. Sur les points suivants. La création de 2 nouvelles directions générales adjointes, précisément la direction générale adjointe aménagement, développement du territoire et la direction générale adjointe infrastructure et bâtiments. La suppression de la direction générale des services techniques, la nouvelle dénomination des DGA existantes et l'élargissement de leurs compétences, la création de 3 missions au sein de la direction générale des services, la création de 8 postes de chargés de mission, la création de 4 postes d'attachés principaux, la création de postes d'adjoint administratif territorial. Proposition, il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur l'adoption du nouvel organigramme et singulièrement les points déclinés après la création de 2 nouvelles directions générales, précisément la direction générale adjointe aménagement et développement du territoire et la direction générale adjointe infrastructure et bâtiments. La suppression de la direction générale des services techniques, la nouvelle dénomination des 4 DGA existants et l'élargissement de leur champ de compétences, la création de 3 missions au sein de la direction générale des services, la création de 8 postes chargés de mission, la création de 4 postes d'attachés principaux, la création de postes d'adjoints administratifs territoriaux. L'autorisation à donner à M. le maire pour prendre et signer tous les actes inhérents à ces nouvelles dispositions. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, on est en train de déployer progressivement le nouvel organigramme. Si vous avez des questions ou des interventions, s'il n'y en a pas, je propose que l'on vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Je pense que ça nous permettra d'aller encore plus vite. Alors, nous avons des questions qui suivent relatives à la mise à disposition de personnel. Ah non, c'est pas encore ça? Non, on a une question, oui, mais... Il y a une question qui est... En gros, la création des emplois des DGA, mais comme on l'a retrouvé dans la première nomenclature, est-ce qu'il est obligatoire de le représenter? Si, il faut voter. Il faut le représenter? Oui. Ok, d'accord. Alors, objet création de 2 emplois fonctionnels DGA, aménagement et développement du territoire, DGA, infrastructure et bâtiments, suppression de l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques. Les communes de plus de 10 000 habitants et plus ont la possibilité de créer des emplois fonctionnels de directeur général adjoint. Il revient à l'Assemblée délibérante, à savoir le Conseil municipal, de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, notamment les emplois fonctionnels. La mise en œuvre du projet de territoire CAP 2032 s'accompagne d'une réorganisation de l'administration par l'adoption et le déploiement d'un nouvel organigramme, ceci depuis le 1er janvier 2025. Désormais, la ville de Lamontin compte 6 directions générales adjointes au lieu de 4 précédemment. Le champ de compétences de ces dernières a été revu et élargi pour tenir compte des évolutions en cours en termes normatifs, économiques, sociaux et démographiques, environnementaux et technologiques.
Concrètement, 2 nouvelles directions générales adjointes ont vu le jour, à savoir 1. La direction générale adjointe aménagement et développement du territoire. 2. La direction générale adjointe infrastructure et bâtiments. La direction générale des services techniques est supprimée et remplacée par la direction générale infrastructure et bâtiments. En conséquence, il est nécessaire de créer 2 postes, 2 emplois fonctionnels de directeur général adjoint, supprimer l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques. Alors, proposition, il est demandé au conseil municipal de se prononcer, 1. Sur la création de 2 emplois fonctionnels de directeur général adjoint, DGA aménagement et développement du territoire, DGA infrastructure et bâtiments. La suppression de l'emploi fonctionnel de directeur général des services, l'autorisation à donner à monsieur le maire à prendre et signer. La suppression de l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques, l'autorisation à donner à monsieur le maire à prendre et à signer tous les actes inhérents à ces nouvelles dispositions. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est très simple. On avait un service technique qui était composé de plusieurs grands services. On a scindé en 2 avec une partie urbanisme, foncier, aménagement et une partie service technique pur avec magasin, atelier, régie, bâtiment, etc. VRD. Voilà. Donc, c'est ce qui vous est proposé de voter, comme on venait de l'approuver dans l'organisation générale de l'organigramme. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Non, c'est pour mentionner la cohérence maintenant, puisqu'au niveau politique, on était déjà structuré pour justement piloter comme ça, puisqu'on avait 2 commissions distinctes. Aujourd'hui, c'est plus en cohérence, l'organisation administrative et l'organisation politique. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci beaucoup. Alors, nous allons passer au renouvellement des mises à disposition. Alors, on va commencer un point, mais je vais demander à tous ceux et celles qui sont à l'ASL de sortir, parce que la loi aujourd'hui est très stricte. Alors, Claire Dunorfé, Micheline Carollet, Rodolphe Bocali et Virginie Mian. Et il faut sortir avant le débat. La présentation du point. Oui, ça va prendre 2 minutes. Tu te mets juste à côté. Dès maintenant. Dès maintenant. Même pas pour tirer nos désagréments. Vas-y, Omer. Alors c'est le renouvellement, c'est des choses que nous faisons ici régulièrement. C'est le renouvellement de la mise à disposition de M. Max Morsoni auprès de l'ASL. Alors, la convention de mise à disposition de M. Max Morsoni entre la ville du Lamentin et l'association Solidarité Lamentinoise est arrivée à échéance le 30 avril 2025. Aussi, afin de poursuivre la mission qui a obtenu des résultats satisfaisants, la présidente déléguée de l'association Solidarité Lamentinoise, Monsieur le maire de la ville du Lamentin et l'intéressé sont favorables au renouvellement de cette mise à disposition pour une durée de 3 ans à compter du 1er mai 2025 jusqu'au 30 avril 2028. Alors, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le renouvellement de la mise à disposition de M. Max Morsoni auprès de l'ASL, de donner mandat à M. le maire pour la signature de la convention de mise à disposition. Bon, c'est classique, il y est depuis très longtemps, il continue, il fait un travail efficace. Donc, il n'y a aucune raison qu'il change. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. On fait rentrer nos collègues de l'ASL, s'il vous plaît. Miguel, dis à Micheline qu'elle peut venir. Comment? Attends, je vais le dire. J'attends que les collègues soient là, c'est qu'on n'a pas le quorum. Et il faut qu'ils viennent, ça, on n'aura pas le quorum. Oui, Micheline. Ah, voilà. OK. Maintenant, je vais demander aux collègues de l'Office de la Culture de pouvoir nous quitter 2 secondes.
La culture. Monique Raspail, Jean-Louis Lebon, Claudia Lérigab et Eugénie Zobda. Restez tout près. Il s'agit du renouvellement de la convention de mise à disposition de Hilaire Charlie Labinski. Oui, alors la mise à disposition de M. Hilaire Labinski intervient dans le cadre d'une convention entre la ville et l'OCL qui arrive à échéance le 30 juin 2025. Aussi, vu l'avis favorable de M. le maire, de l'agent et de la présidente de l'Office de la culture pour le renouvellement de cette mise à disposition, et enfin pour tenir compte du bilan positif des actions menées par M. Hilaire Labinski d'une part, et d'autre part, afin de permettre à cet agent de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge au regard des missions qui lui sont confiées au sein de la structure. Il convient de procéder au renouvellement de sa mise à disposition du 1er juillet 2025 au 24 octobre 2026. Les demandes au conseil municipal de se prononcer sur le renouvellement de la mise à disposition de M. Hilaire Labinski auprès de l'OCL du 1er juillet 2025 au 24 octobre 2026 et de donner à M. le maire pour la signature de la convention de mise à disposition. Très bien, même topo. Charlie est là depuis longtemps. Il n'est pas loin de la retraite d'ailleurs. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, on fait rentrer les collègues. Très bien. Ouais. Nous allons maintenant passer au CCAS avec la mise à disposition de Roland Rachel. Les élus du CCAS, je vais vous demander de sortir. Il y a Henri Basson, il y a Jean-Louis, Jean-Pierre et puis Virginie qui est sortie et le Bison qui n'est pas là. Donc ça va. Alors c'est la mise à disposition de M. Roland Rachel auprès du CCAS. Dans le cadre du déploiement du Centre communal d'action sociale, le conseil d'administration a validé l'ouverture de postes d'intendant-régisseur. En effet, l'organisation actuelle nécessite ce recrutement afin d'assurer la gestion des moyens matériels, logistiques et financiers indispensables au bon fonctionnement des services du CCAS. M. Roland Rachel, agent de maîtrise principal, employé de la ville, a effectué une période d'immersion du 9 au 7 septembre 2024 au CCAS, au terme de laquelle sa candidature a été retenue pour le poste suscité. M. Roland Rachel sera mis à disposition au CCAS dans le cadre réglementaire du décret du 8 octobre 1985, modifié relatif au régime de mise à disposition des fonctionnaires territoriaux. Aussi, vu l'accord de l'agent et l'avis favorable de la présidente déléguée du Centre d'action sociale, la mise à disposition de M. Roland Rachel est envisagée pour une durée de 3 ans, soit du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2028. Les missions dévolues à M. Rachel en qualité d'intendant-régisseur seront les suivantes. Gestion des équipements et des infrastructures, gestion des stocks d'approvisionnement en lien avec le DFCP, gestion financière des régies d'avance et des recettes, suivi de l'administratif et reporting. Alors, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la mise à disposition de M. Roland Rachel auprès du CCAS pour une durée de 3 ans, soit du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2028, et de donner mandat à M. le maire pour la signature de la convention de mise à disposition. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Pareil, on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci collègues. On fait rentrer nos collègues qui sont sortis. Et on passera tout de suite aux affaires culturelles. Et je vais passer la parole à Jean-Louis Lebon concernant les subventions exceptionnelles aux associations. Le premier dossier. Vas-y. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. La commission Culture Vie Associative, en sa séance du 18 juin
2025 a favorablement examiné les demandes de subventions exceptionnelles en faveur des bénéficiaires indiqués ci-après, Ambel Palamantinois, Fleur de l'Âge, OCL, Jeunesse en Fleurs, Ballet Cadence Créole, La Mer à la Campagne, Nous Passave, Assuyo. Le tableau joint permet d'apprécier cette répartition des subventions. Pour le Bel Palamantinois, la proposition est de 500 €, Fleur de l'Âge, 1500 €, l'OCL, 1286,10 €, Jeunesse en Fleurs, Ballet Cadence Créole, 3000 €, La Mer à la Campagne, 1000 €, Nous Passave, 10 000 € et Assuyo, 5 000 €, tout cela pour un montant de 22 286,10 €. Et donc, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution des subventions exceptionnelles de montant de 22 286,10 € aux associations culturelles au titre de l'année 2025 pour la première tranche. Voilà pour les subventions exceptionnelles, monsieur le maire. Merci beaucoup. Alors, là, pareil, ça nous a échappé, mais l'OCL doit sortir, puisque l'OCL est un attributeur. Donc, les présidentes, y compris toi. Rapidement. Restez tout près. Hein. Ça m'avait échappé, je suis désolé. Et voilà, les contributions exceptionnelles pour les manifestations précises. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci collègues, on demande-leur de revenir. Mais oui, mais c'est la loi, c'est la loi. Après, ça va loin, hein. C'est prise illégale d'intérêt. Hein. Après, ton nom sur l'offre santé tout de suite. Hein. Quoi? Très bien, c'est acquis. Point suivant. Georges-Louis Lebon, concernant les subventions de fonctionnement cette fois. Alors, concernant les subventions de fonctionnement, la commission culture vie associative, en sa séance du 18 juin 2025, a favorablement examiné des demandes de subventions de fonctionnement en faveur des bénéficiaires ci-dessous indiqués, la DCR, la MESU, Ambel Palamantinois, la PAM, anciens combattants et victimes de guerre du Lamentin, Fleur de l'Âge, Harmonie Lamantinoise, Jeunesse en Fleurs, Ballet Cadence Créole, La Mer à la Campagne, les Amis du Sénégal Caraïbes, Tchèque en Pêche, Mandouille Évasion, Musique Pays Nou, Pétale de haute taille, Ticadence. Donc, dans le tableau, comme on peut le constater, la CDR, les propositions sont les suivantes. La DCR pour un montant de 450 €, la MESU pour un montant de 600 €, Ambel Palamantinois pour un montant de 3 000 €, la PAM pour un montant de 2 000 €, les anciens combattants 1 000 €, Fleur de l'Âge 950 €, l'Harmonie Lamantinoise 1 000 €, Jeunesse en Fleurs, Ballet Cadence Créole 2 000 €, la Mer à la Campagne 2 000 €, les Amis du Sénégal Caraïbes 650 €, Tchèque en Pêche 4 000 €, Mandouille Évasion 500 €, Musique Pays Nou 750 €, Pétale de haute taille 600 € et Ticadence Créole 1500 €, et tout cela pour un montant de 21 000 €. Donc il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution des subventions de fonctionnement aux associations culturelles pour cette première tranche de 2025 pour un montant de 21 000 €. Merci, étant entendu que toutes les associations sont en règle. Exactement, c'est ça. La condition sine qua non. Très bien, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? S'il n'y en a pas, elles seront très contentes de recevoir ces subventions de fonctionnement. On passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci collègues. Je passe la parole tout de suite à Lionel Victoire concernant la participation de la ville à l'arrivée du tour cycliste au Lamentin. Bonsoir à tous. Merci monsieur le maire. Donc il s'agit bien d'une subvention exceptionnelle au comité cycliste régional de Martinique dans le cadre de la 44e édition du Tour cycliste. Donc la ville du Lamentin a affirmé son engagement en faveur du sport en s'associant à l'organisation de la 44e édition du Tour cycliste. La ville apporte ainsi un soutien financier au comité en reconnaissance du rôle majeur que joue cet événement dans le paysage sportif local. Donc cet engagement illustre la volonté constante de la ville de soutenir les clubs locaux qui, par leur implication, participent activement à la réussite de cette manifestation emblématique. Et donc, la dernière étape du Tour qui est revenue après un an au Lamentin
au bonheur des Lamantinois et de l'ensemble des Martiniquais. Donc, cette subvention de montant de 10 000 € a pour but de faire connaître davantage le territoire du Lamentin au niveau régional et international. Elle vise, comme je l'ai dit en préambule, à soutenir les clubs locaux de cyclisme afin d'encourager la pratique sportive chez les jeunes, tout en renforçant le tissu associatif et sportif du territoire. Cela contribue à former des jeunes citoyens engagés, dynamiques et impliqués dans la vie communautaire. Avant la proposition de décision, M. le maire, je veux rappeler aussi que la ville, il y a une mobilisation de la ville au niveau logistique et ressources humaines qui a été déployée sur cet événement au niveau de l'étape. Donc près de 35 000 € d'investissement. Donc il est demandé au CM de se prononcer sur le versement une seule fois d'une subvention de 10 000 € sur la ligne budgétaire dédiée aux subventions des associations sportives. Merci Lionel pour cette présentation en remplacement de notre collègue Cadignan. Vous avez des remarques concernant cette contribution au Tour cycliste, notamment l'arrivée au Lamentin. Je rappelle que l'année dernière, l'arrivée ne s'est pas faite au Lamentin, pour d'autres raisons qui ne sont pas liées à la ville du Lamentin. Je veux le préciser parce que certaines personnes nous ont demandé pourquoi on avait refusé. Nous n'avions pas refusé, c'était un contexte particulier des Jeux Olympiques, avec la moitié des policiers martiniquais qui étaient partis à Paris pour les Jeux Olympiques, et la sécurité au Lamentin exige un volume de policiers que le préfet n'était pas capable d'assumer. Donc l'arrivée ne s'est pas faite au Lamentin. Mais nous sommes donc revenus à cette arrivée au Lamentin, surtout avec le circuit sur Morne-Pitot. Le circuit qui est très intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, Lionel? Oui, Lionel, vas-y. Oui, monsieur le maire, je voulais aussi rappeler, effectivement, au-delà de l'appui logistique, comme je l'ai expliqué, c'est bien évidemment que la ville du Lamentin, sur le tour, on est beaucoup sollicité, puisque l'étape passe sous mon Lamentin, donc les policiers, donc les policiers municipaux de la ville ont fait un gros travail aussi en termes de respect de la signalisation, etc. Les services techniques aussi. Aussi, les services techniques aussi, près de 1050 barrières déposées lors de l'arrivée. Et puis, comme on n'a pas justement noté aussi la bonne performance du Malian Bikers, 4e place au général. Et puis, salut Marc Flavien, qui a vécu son 11e tour et son dernier tour de Martinique. Ouais. Après, de 2009 à 2025, près de 10 étapes gagnées au Tour de Martinique. Il a été champion de Martinique cette année au niveau du cyclisme et champion de Martinique aussi au niveau VTT. Donc, on a perdu un grand champion, mais il est déjà dans la transmission et il est important de le saluer parce qu'il a fait un gros travail pour la ville en termes de représentation. Tu as parfaitement raison. Très bien. Déjà dit, je voulais, c'était simplement sur la logistique. Oui, rappeler que je crois que c'est très important la logistique que la ville met, d'autant plus que le comité a toujours reconnu cette valeur-là sur le Lamentin. Donc c'était simplement rappeler, remercier de l'avoir dit. Ok, c'est tout. Très bien. Oui. Monsieur le maire, il faut dire aussi que nous ne mettons pas la logistique, que le dimanche, le samedi aussi, nous mettons arrivé à piloter. C'est nos barrières qui sont arrivées à pilote le samedi. Non, mais on les prête. L'arrivée de l'étape. On met pas l'arrivée, on les prête. Ah oui, mais c'est nos agents, c'est nos agents qui travaillent pour une bonne arrivée à pilote. Mais non. Bon. Bon, parfait. Mes amis, on fait beaucoup pour le cyclisme, on va continuer encore à faire beaucoup pour le cyclisme, mais on a des clubs qui nous le rendent bien. Je propose que l'on vote cette contribution financière à la Ligue. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci collègues. On passe au point suivant. Je passe la parole à Monique Raspac concernant le programme de la fête du Lamentin. Merci, monsieur le maire. Oui, il suffit. Rapproche. Il ne faut pas le lever comme ça, on ne t'entend pas. Plus bas. Voilà. Mais ça reste pas. C'est bon? Ça prend pas? Vas-y. Il s'agit de la présentation du programme de la fête du Lamentin, qui a déjà commencé depuis le 31 juillet. Alors, la fête du Lamentin s'étendra sur 10 jours, soit du 31 juillet au 10 août 2025. Pour cette édition, le thème retenu est « Éclosion », vers une transformation
symbolisant l'émergence de la jeunesse, la créativité et la vitalité de notre territoire. Alors, au programme atelier, conférences, concerts, un village artisanal et des événements sportifs seront organisés, favorisant ainsi la participation active du public. Plusieurs objectifs essentiels sont visés. Valorisation de la jeunesse et des projets émergents, inciter les initiatives des jeunes et faire briller les nouveaux talents, cohésion sociale et fierté collective. Mettre en lumière les acteurs locaux, des bénévoles aux artisans, renforçant ainsi le tissu associatif et communautaire. Dynamisme, culture et social, organiser des événements qui mobilisent et animent le territoire, tout en créant des espaces de rencontre et d'échange. Alors, la commission Fête, Carnaval et Ville de quartier a émis un avis favorable sur l'ensemble des actions proposées qui visent à créer un moment fort de partage, d'interaction, tout en affirmant notre identité collective. Alors, pour réaliser ces événements, le budget total nécessaire est de 116 660,70 € sur une donation de 119 282,74 € allouée par la ville. Alors, il est proposé au conseil municipal d'approuver le programme d'animation de la fête patronale. Alors, nous avons Mais dis les grands moments de ce qui reste. Oui. Il faut voir ce qui est déjà passé. Alors, les grands moments, à partir d'aujourd'hui, par exemple. Oui, oui. À partir d'aujourd'hui. Alors. À partir de demain. Puis... À partir de demain, voilà. Alors, il y a remise vendredi dans l'hôtel de ville, des remises d'attestation, une conférence. Ensuite, samedi, découverte pour vous perfectionner au tennis de table proposé par le Sporting Club de la Montinois. Ensuite, du Belay. Ça, c'est déjà fait. C'est déjà passé. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais pas samedi. Fait samedi, il y a des choses intéressantes samedi. Samedi, carrément. On ne comprend pas tout, 9. Mais les points importants. Samedi 9. Alors, samedi 9, course de Gommier, organisée par l'association Gommier et Tradition par l'Office de la culture, du sport et des loisirs. Ensuite, gymnastique pour le rire, atelier de rire et de lâcher. Ensuite, à l'hôtel de ville, 3e visioconférence avec Loïc Séry, après Édouard Guisson. Et ensuite, on descend, on passe à dimanche. Non. Le temps fort le samedi. Alors, il y a quelques points importants qu'il faut souligner. Le premier, c'est samedi. L'église de la Montagne, il y a l'inauguration de la sacristie. C'est samedi après-midi. À 15h. À 15h. Suivi de la messe. Et, de la messe à 18h. Et puis, le samedi, sur la place Aliker, il y a du sport avec l'Office des sports. Et dimanche, c'est le défilé, cérémonie officielle, à 7h30, place de l'hôtel de ville de rassemblement, messe de l'église de Saint-Laurent, accueil et placement des associations lamantinoises, cérémonie de recueillement d'œuvres de monument mort, et ensuite, on arrive au palais des sports, discours officiel, vient d'honneur, comme d'habitude. Ensuite, après, il y a au marché le déjeuner dansant avec Marius Modeste. C'est un bal public. Un bal public, oui, un bal public. Et puis après, il y a de 13h à 18h. Il faut préciser, les gens vous écoutent. De 13h à 18h. Bah, oui. Alors, 13h, 19h avec Marius Modeste. Bal public.
au marché couvert du Lamentin. OK. Et puis le plateau artistique au Calbassier à partir de 19h, avec des groupes MKG en clôture. Très bien. Voilà. Écoutez, moi, j'aurais souhaité que vous soyez très présents. J'aurais souhaité que vous soyez très présents samedi matin à 9h30 dans le hall, puisque c'est la 3e conférence autour de l'œuvre de Glissant. C'est très intéressant et très important. Je rappelle que nous avons tenu à la médiathèque une conférence sur le franc-jeu, Édouard Glissant et le franc-jeu. Et on a fait aussi le parcours mémoriel des lieux fréquentés par Édouard Glissant. Évidemment, samedi après-midi à 15h, l'inauguration de la sacristie qui a été brûlée, comme vous le savez bien, et la communauté était un peu en désarroi, et nous avons donc procédé à la réparation complète de cette sacristie qu'on inaugure à 15h. Et puis dimanche, il y a la messe et le défilé, donc vous êtes tous et toutes attendus avec le monsieur le maire pour honorer nos associations, aller au Palais des Sports, faire le vin d'honneur avec elles et ensuite participer au déjeuner au marché couvert sur le bal public. Voilà les points qui me semblent très importants pour vous, élus. Alors, on passe au vote. Quels sont... Oui, pardon, vas-y. Merci, monsieur le maire. Je voulais rajouter en fait que nous avons un programme très riche pour la fête patronale de cette année, comme d'habitude. Et on peut constater quand même que nos événements sont réussis parce qu'il y a toujours du monde. C'est très important. On a pour preuve samedi dernier où il y avait à la place André Aliquer le Roshi Caribbean 2 concert de Silpen. Il y avait beaucoup de monde. Et puis en même temps, à Basse-Gondo, sur le forum, il y avait la soirée Bel-Air, la Soso. Ouais, donc je pense qu'il faut quand même... Exactement. Ce matin, on parlait des sports pour le fitness Grand Monde. Il y avait aussi du monde. Donc les gens se sentent vraiment en sécurité avec une fête qui est multigénérationnelle. Donc vraiment, c'est de bon augure pour la suite et jusqu'à dimanche. Voilà. Très bien. On vote. Quels sont ceux qui sont contre le programme, qui s'abstiennent et qui l'approuvent donc à l'unanimité? Merci, collègues. Le point VHU, on l'a déjà fait. On va donc passer au point concernant l'approbation de la convention entre la ville du Lamentin, la CACEM, la SCC Vallée, Acajou, sur les modalités de réalisation des travaux de reprise du mur de soutènement du talus et de la voie d'intérêt communautaire numéro 26 à Acajou. C'est un dossier très important que je vais vous résumer en quelques mots. Suite à l'effondrement du mur de soutènement et d'une portion de la voie d'intérêt communautaire numéro 26 sur le vieux chemin de Californie à Acajou Sud, 2 expertises judiciaires ont déterminé les causes, les responsabilités et les méthodes de reconstruction. Le présent rapport a pour objet d'approuver la convention établissant les modalités de réalisation des travaux de réfection de la voie par la SCCV Acajou Vallée. Les faits. En 2018, la SCCV, propriétaire des parcelles AX324 et AX323, à Acajou Sud, a engagé des travaux de construction d'un ensemble hôtelier avec le permis référencé. Ce permis comportait notamment une prescription sur la sécurisation du soutènement en contrebas de la voie d'intérêt communautaire numéro 26. Dans la nuit du 26 au 27 juin 2019, le mur de soutènement édifié s'est effondré, induisant un affaissement de la voie et des réseaux souterrains en surplomb du chantier. Des mesures urgentes ont été prises par la ville et la CACEM. D'abord, l'arrêt des travaux. Tous les travaux ont été arrêtés. La fermeture de la voie et une déviation a été proposée et mise en œuvre. C'est l'arrêté municipal du 27/6/2019. Ensuite, se sont enclenchées toutes les procédures judiciaires. En 2019, la CCV a sollicité du tribunal administratif une expertise judiciaire. En octobre 2021, l'expert a émis des prescriptions techniques pour la sécurisation du site. Sa remise en état et a déterminé les responsabilités. La ville et la CACEM n'ont aucune part de responsabilité dans cet effondrement. L'intégralité de la responsabilité de la réparation revient donc aux acteurs de la construction. La SCCV a sollicité la mise à disposition de la parcelle communale qui se trouve à côté, la parcelle AX325 de 252 m², pour la réalisation d'une rampe d'accès temporaire à la zone des travaux, ce qui a été accepté par la ville au terme d'une convention de mise à disposition en 2020. La rampe a été réalisée,
mais les travaux confortatifs du talus et de réparation de la voie n'ont pas été effectués. Suite à de nouvelles expertises judiciaires ordonnées par décision d'avril et décembre 2024, l'expert a rendu le 16 avril 2025 un premier rapport, le deuxième étant attendu fin 2025. Les éléments substantiels de la convention, puisqu'il s'agit aujourd'hui de signer une convention pour acter les responsabilités et les travaux, l'objet de cette convention, c'est déterminer les modalités de réalisation des travaux par la SCCV sous sa maîtrise d'ouvrage et sa responsabilité. Les parties prenantes sont les suivantes: la ville du Lamentin, propriétaire de la voie et de la portion concédée, la CACEM comme étant le gestionnaire de la voie, la SCCV Acajou-Vallée comme étant le maître d'œuvre des travaux, le maître d'ouvrage des travaux. La SCCV procédera à la réparation des dommages selon les rapports d'expertise de 2021 et de 2025, dans les conditions garantissant la sécurité des habitations et des parcelles avoisinantes. Ces travaux sont un préalable à tous travaux liés au projet immobilier. En clair, ça veut dire que si ces travaux ne se font pas, aucun autre chantier ne peut être couvert sur la zone, ne peut être poursuivi. L'arrêté du 27/6/2019 prescrit l'arrêt des travaux de construction de la SCCV, hormis ceux de mise en sécurité. Concernant l'organisation générale des travaux, la SCCV désignera un maître d'œuvre, les entreprises et les autres intervenants. La CACEM confiera à Magma Caraïbes la supervision géotechnique d'exécution. Un contrôle sera effectué par un expert indépendant aux frais de la SCCV pour garantir la qualité et la sécurité des travaux en cas de désaccord technique. Concernant le planning, ce qui est très important, la désignation par la SCCV du maître d'œuvre et le lancement des études préalables des signatures de la Convention, il devrait établir le planning des études d'exécution et la préparation de chantier, 15 jours donc après sa désignation, et le programme et le chiffrage des travaux dans les 2 mois. La mise en œuvre des travaux est conditionnée par l'obtention par la SCCV de versement par les assureurs des sommes nécessaires à la réalisation des études et des travaux. Un accord de financement, ce protocole sera signé entre les assureurs, la SCCV, la ville et la CACEM. À défaut d'accord, la commune et la CACEM pourront faire procéder d'office aux travaux. Le démarrage des travaux est prévu début janvier 2026 pour s'achever le 31 mars 2026. La mise à disposition de la parcelle AX325, la future convention de mise à disposition de la parcelle sera annexée à la convention relative aux travaux de reprise. Concernant les prescriptions particulières pour les travaux, d'abord il faut signaler le maintien des conditions de stabilité en pied de talus, la préservation de la stabilité et de la sécurité des parcelles et des habitations situées en amont, puis la SCCV devra reprendre tout aspect ou déformation de la voie qui apparaîtrait dans les 3 ans de la réception des travaux sur la portion reprise, ainsi que sur un linéaire supplémentaire de 20 mètres de chaque côté. La CACEM assurera un suivi topographique. La surveillance et l'entretien des drains seront déterminés par Magma Caraïbes. La réception des travaux est garantie. Le PV de réception des travaux et de levée des réserves et un PV de restitution sera effectué. Les garanties de parfait achèvement durera 1 an à compter de la réception des travaux et la garantie décennale à compter de la réception de ces 10 travaux. L'engagement de la SCCV à souscrire évidemment des assurances tout risque chantier, responsabilité civile et dommages ouvrages. La SCCV déclare disposer des fonds nécessaires au prix-financement des études d'exécution. S'agissant du financement des travaux, la SCCV est en litige dans le tribunal de Paris avec les assureurs, les entreprises responsables pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. Elle a également demandé au juge que les assureurs lui versent une provision pour le paiement d'une partie de son préjudice. Cette procédure est actuellement en cours. Les parties conviennent par ailleurs d'établir une convention sur le financement des travaux avec les assureurs et établissements bancaires. À défaut d'accord au 15 octobre 2025, la convention sera négociée et signée dans le cadre d'une médiation. Compte tenu de l'exposé que je viens de vous faire, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention entre la ville, la CACEM et la SCCV Acajou-Vallée sur les travaux de reprise du mur de soutènement du talus et de la voie d'intérêt communautaire numéro 26 à Acajou,
Et ces travaux sont à effectuer par la SCCV à Cajou-Vallée et donner pouvoir au maire pour la signature de la dite convention et tous les actes y afférents. Voilà, chers collègues, concernant cette convention à signer qui commence à nous montrer le bout du tunnel dans cette affaire difficile et douloureuse, mais pour laquelle nous sentons évidemment par le haut. Voilà, chers collègues. Si vous avez des questions ou des remarques. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Oui. Que je comprenne bien, nous allons signer une convention avec la société en charge, la société immobilière, mais cette société ne pourra engager les travaux que si elle est financée par les assureurs. Est-ce que c'est bien ça? Pas tout à fait. Alors, que je comprenne. Alors, nous signons une convention multipartie. Cette convention fixe le cadre sur lequel on va intervenir, la nature des travaux, puisque le choix a été fait. Il y a plusieurs propositions qui ont été formulées pour ces travaux. Il y a un classement. On prendra la solution la plus intéressante. Et ces travaux d'études seront financés tout de suite par la SCCV Vallée. Et ces travaux, ces études seront réalisées dans le courant de cette fin d'année 2025 pour un démarrage des travaux en janvier 2026. La SCCV Vallée, évidemment, s'est retournée contre l'assureur des deux parties, tout simplement parce que le juge a considéré que la SCCV Vallée est responsable des travaux, en tout cas du sinistre. Mais la SCCV Vallée est responsable parce qu'il est maître d'ouvrage. Ceux qui sont directement responsables, c'est d'abord le bureau d'études, parce que l'étude avait des failles. Très clairement, les tirants étaient à l'intérieur du cercle de glissement, ce qui est inconcevable, techniquement. Donc les tirants étaient trop courts. Et aussi l'entreprise qui a fait la pause, parce que la pause a été faite en dépit du traitement hydraulique, en dépit du respect des prescriptions qui ont été fournies. Donc les deux entreprises, bureau d'études et entreprises de réalisation, sont directement responsables, à peu près à 90%. Bon. La SCCV Vallée a une assurance. Donc nous nous retournons contre la SCCV Vallée, qui fera jouer son assurance. Mais son assurance se retourne aussi sur l'assurance des deux co-responsables. Et les négociations qui sont en cours aujourd'hui, c'est pour obtenir de ces assurances qu'elles payent les travaux. En attendant d'avoir la totalité de la somme, la SCCV Vallée a introduit un recours pour obtenir une avance sur cette somme pour pouvoir commencer à réaliser les travaux. Si la SCCV Vallée ne peut pas obtenir ce financement-là, la CACEM et la ville feront les travaux et nous allons nous retourner vers eux pour paiement. Donc les travaux, de toute façon, vont se faire, mais ça sera à charge de la SCCV Vallée. Évidemment, il y a une question de gros sous. Elle attend d'être indemnisée par les assureurs des deux entreprises, mais de toute façon, elle est en charge de ces travaux et c'est elle qui doit les réaliser. Alors, ça pose... La conclusion va vers le point, et je suis sûr que tu sais ce que je vais dire. Ça pose quand même un problème démocratique et de respect vis-à-vis de la population. Lorsque ce dommage est intervenu au Lamentin, dès le lendemain au conseil municipal, nous avions fait la proposition que le scénario qui avait été adopté à la CACEM ne soit pas celui qui devait être retenu, mais plutôt le scénario de conclusion où la CACEM, la ville du Lamentin, font les travaux et ensuite se retournent vers l'agence, vers l'entrepreneur immobilier. Ça nous fait 6 ans de perdu pour ces habitants-là. Ça nous fait 6 années de perdu pour ces habitants-là. Surtout qu'il y a déjà eu une jurisprudence en Martinique où, juste avant, pour une autre collectivité majeure, il y a eu un effondrement de chaussée qui a fait les travaux et qui s'est retourné vers le responsable. Donc, ce que nous devons retenir, tant mieux les travaux vont se faire, tant mieux. Mais ça fait quand même 6 années de perdu. Parce que le scénario retenu n'était pas celui qu'il fallait retenir pour, au final, se retrouver, si d'aventure, on attend qu'il y ait un déblocage de fonds, que la CACEM prenne ses responsabilités. Moi, je ne suis absolument pas d'accord sur ça, pour la simple raison que dans le litige que tu dis, où la collectivité majeure a fait des travaux, elle n'est toujours pas indemnisée. Tu sais pourquoi? Parce que le juge n'a pas statué sur la responsabilité. Je sais, j'y étais.
Mais pourquoi nous n'avons pas fait les travaux nous-mêmes? Parce qu'il fallait d'abord que le juge reconnaisse à qui était la faute. Faire les travaux et puis aller au tribunal après, c'est nul. C'est nul. Tu sais ce qu'on nous aurait dit? On nous aurait dit qu'on a fait le travail pour l'entreprise et qu'on a fait le travail à la place de l'entreprise qui aurait été nullement inquiétée parce qu'il n'y aurait pas eu la preuve matérielle et le jugement du tribunal. Moi, j'ai préféré. Évidemment, ça fait souffrir la population, mais moi, j'étais convaincu qu'on serait allé beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Il y a eu des recours incessants. Mais finalement, le droit est dit. Et l'entreprise a été tenue responsable. C'est pourquoi, moi, je préfère toujours suivre la voie légale, toujours suivre le droit et être reconnu pour ce que je fais, plutôt que de dire, on fait tout de suite, et puis on verra après. L'après, ça aurait été la ville qui va être inquiète. Donc, moi, je ne suis absolument pas d'accord. Moi, je reste convaincu qu'on a pris la bonne décision. Aujourd'hui, on va arriver dans une situation où, dans le premier trimestre de l'année, les travaux seront réalisés, ça sera terminé. C'est vrai que ça a eu un impact, c'est indéniable, il y a eu un impact. Mais néanmoins, on est resté dans la logique de celui qui est responsable, et le responsable doit payer. C'est le responsable qui doit payer. Et je pense que l'entreprise, elle a beaucoup souffert et elle va encore souffrir, parce que tant que le mur ne sera pas terminé, les travaux ne vont pas se poursuivre. Vas-y. Nous sommes là sur des interprétations du droit. La collective majeure, si elle n'est pas encore remboursée, néanmoins, c'est des emplois qui sont sauvés grâce à son intervention. C'est une circulation fluide garantie pour tous les Martiniquais. À Acajou, nous avons des entreprises en difficulté, en forte difficulté, à cause de cette rupture de voirie, et des résidents aussi qui sont malmenés à l'intérieur du quartier où il y a la déviation, ça devient impossible, sans à côté. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, vous c'est grave. Ce que je veux dire, c'est que pendant ces 6 années-là, et je demeure persuadé, là encore, nous sommes sur des interprétations du droit, qu'il aurait pu, s'il y avait un autre scénario possible, pour qu'aujourd'hui la CACEM, et je crois, enfin, je ne veux pas faire de procès en disant que c'est une concordance de calendrier. Mais néanmoins... Concordance de... Je n'ai pas compris. Je ne veux pas faire de procès pour dire qu'il y a là une concordance de calendrier. Je ne fais pas ce procès-là. Non, mais à la lecture, quand on lit la note, ça peut prêter à confusion. Je sais pas. Non, mais il faut tout voir. Donc là, aujourd'hui, je suis content que les habitants d'Acajou entendent que quand bien même la société reste dans sa défaillance, que la CACEM va prendre ses responsabilités. C'est ce que je retiens, même si ça vient trop tard. Non, ça vient à temps utile, je ne peux pas te laisser dire ça, ça vient à temps utile, la CACEM va prendre sa responsabilité, mais le droit est dit. Donc elle va le faire en appliquant le droit. Si elle le faisait avant, il n'y aurait pas eu de décision de justice. Ça c'est clair. Ou en tout cas, elle serait entachée d'ambiguïté. Là, elle est claire. Les responsabilités sont définies et la CACEM, si les travaux ne se font pas, les fera et pourra imputer la somme auprès de SCCV Vallée. Ensuite, il n'y a pas eu de calendrier arrangé. Non, mais je peux dire, je sais que tu n'as pas dit ça, mais je peux dire ça. Je peux dire ça parce que tu m'as dit qu'on pourrait l'interpréter. Bon, je le dis clairement, il n'y a pas eu de calendrier arrangé, mais j'ai toujours souhaité aller le plus vite possible dans cette affaire. Le plus vite possible. Et je vais m'y tenir. Et je vais faire de telle sorte qu'on aille le plus vite possible dans la conclusion de ce protocole et qu'on avance. Il y avait à la fois des difficultés financières, juridiques et techniques qu'il fallait lever. Et c'est ça le problème. Donc aujourd'hui, on arrive à une conclusion qui me semble intéressante, donc on va y aller. Et je rappelle que j'ai toujours gardé le contact. Nous avons fait plusieurs réunions avec la population, ici, et nous prévoyons, suite au passage en conseil municipal, de rencontrer les deux groupes. Le 10 septembre, nous rencontrons la population, et le 17 septembre, les entreprises, que je rencontre aussi régulièrement. Il y a une personne qui a été désignée par l'ensemble des entreprises en lien avec la ville du Lamentin, que je connais, que j'ai déjà rencontré plusieurs fois. Nous allons les rencontrer, les réunions sont programmées. Donc on est dans cette rencontre avec la population, dans l'échange d'informations et la tenue informée pour toutes ces populations-là, professionnelles comme résidents, de l'avancée de ce processus et des travaux qui vont enfin arriver. Enfin. Fred.
Oui, merci, monsieur le maire. Ce que je voulais dire à ce sujet, rappelez que la proposition que la CACEM et la ville fassent les travaux, cette proposition-là venait de la CACEM et de la ville. C'était pour accélérer. Mais il y avait un préalable. Le préalable que tu as expliqué. Le préalable. À la CACEM, je ne sais pas si c'est une chance. À la ville, les deux personnes qui étaient responsables de ce problème, c'était le président de la commission d'aménagement territoire et au niveau de la ville de Lamentin, monsieur le maire. Il faut savoir qu'on a cessé de recevoir ce collectif, puisque oui, se sont organisés en collectif, les collectifs de Tamaya. Et là, je veux rendre hommage à ce collectif qui a été patient, qui a subi, parce qu'on parle de préjudice, on parle de technique, on parle de juridique, mais il faut qu'on parle du préjudice moral, ce que cette population-là a subi par rapport à ce préjudice qui, justement, il faut le dire, la CACEM, la ville, quand bien même nous prenons nos responsabilités, puisqu'on était présent dans toutes les séances au niveau du tribunal. Le collectif était présent, le collectif, j'ai échangé avec eux après les séances. Ils savent très bien ce qui se passe. Ils savent très bien que deux experts ont clairement défini que la responsabilité n'était pas celle de la ville ni celle de la CACEM, clairement définie. Et à partir de ça, la CACEM, je me répète, a proposé, et la ville, que pour justement réduire les nuisances auprès de la population, qu'on prendrait nos responsabilités. Mais il s'agit de deniers publics. On ne pouvait pas prendre nos responsabilités, dire qu'on finançait, et derrière, on pouvait. Demain, on nous aurait dit, mais vous avez utilisé des deniers publics, alors que vous n'avez aucune garantie, justement, d'entrer dans votre fonds. Donc là, la partie préjudice moral, préjudice humain, là vraiment, comme tu l'as dit, ouf. Et on ne sont pas encore sortis, on ne voit pas encore le bout du tunnel. C'est pour ça qu'il faut justement, dans les propos, qu'avoir des propos qui soient suffisamment clairs et suffisamment objectifs pour qu'à aucun moment on puisse faire croire à la population que ce sont les élus de la CACEM ou les élus de la ville qui ont failli. Le collectif connaît bien le dossier. Je me répète, connaît bien le dossier. Donc oui, on aurait pu aller plus rapidement, c'était notre souhait. Mais lorsque tu rentres dans ce genre de conflit, où c'est le gros sou, c'est l'argent qui parle avec ses promoteurs, eh bien, on arrive dans ce genre de situation. Donc continuons à prendre nos responsabilités, que ce soit élu ville, élu CACEM, parce que nous sommes bien sûr représentés à la CACEM, et nous sommes présents à la CACEM pour justement faire entendre l'intérêt des riverains. Merci, monsieur le maire. Merci, Fred. Oui, José. Juste pour rappeler qu'il y a une procédure dans ce genre de situation, une procédure, donc il faut respecter la procédure, elle prend du temps. Donc il y a d'abord un arrêté, ensuite un rapport d'expertise, ensuite il a fallu ester en justice, et le rapport de la conclusion, le tribunal, l'ordonnance a été rendue le 5 avril 2024. Et il a fallu attendre un délai pour les conclusions qui allait du 15 février 2025 au 28 mars 2025. Donc, avant de réagir et avant d'entreprendre des actions, il faut suivre un calendrier judiciaire. Donc, c'est ce que la ville, c'est ce que la CACEM a fait, respecter le calendrier judiciaire. Très bien. Je veux rendre aussi hommage à toutes nos équipes techniques et nos équipes juridiques qui ont fait un travail extraordinaire d'accompagnement, de préparation, d'anticipation et de défense de la ville avec nos avocats, parce que ce n'était pas facile. Donc merci à la fois aux techniciens et aux juristes de la ville. Oui. Je tiens quand même à préciser, lorsqu'on demande que les propos soient clairs et objectifs, et que nous arrivons à 6 ans de mandature, il n'y a aucun moment, lorsque nous avons rencontré la population, nous n'avons dit un mot contre la majorité actuelle, mais leur demandant justement de prendre patience, croyant dans la bonne volonté et dans l'intérêt manifeste de la CACEM pour sa population.
Donc, je tiens à le préciser. Lorsqu'aujourd'hui, je dis qu'il y avait deux scénarios, un proposé à l'époque, et aujourd'hui, c'est très bien que la CACEM puisse récupérer ce scénario-là. Un scénario proposé à l'époque par l'opposition que nous sommes, et un autre, le déroulé que vous nous avez présenté par la majorité. L'important, comme je le dis et je le répète, c'est qu'à la date à laquelle nous sommes rendus dans ce conseil municipal, que nous entendons dire que le promoteur va déclencher les travaux et que si d'aventure il y a encore une défaillance financière, que la CACEM va s'y substituer pour le bien des habitants. Mais je le répète, je ne peux pas laisser passer qu'on puisse dire qu'il y ait des propos qui étaient tenus qui pourraient prêter à confusion lorsque durant cette mandature de 6 ans, il n'y a pas eu un mot au-dessus de notre part auprès de la population concernant les actions de la CACEM et de la ville du Lamentin. Je ne sais pas pourquoi tu t'énerves. Hein. Parler avec fermeté ne veut pas dire s'énerver. Il n'y a aucune raison de t'énerver ni de parler avec fermeté. On dirait que tu es fâché, mais il n'y a aucune raison. Personne ne t'a accusé d'avoir mis en difficulté la CACEM et la ville auprès de la population. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu ça. Mais je répète encore une fois, le scénario 2 que l'on prend, c'est après jugement du tribunal. Vous le proposiez avant jugement du tribunal. Nous avons aujourd'hui 2 opportunités. SCCV Valais fait les travaux et les finances. S'il ne le fait pas, nous avons la décision de justice, nous ferons les travaux et on va se retourner vers SCCV Valais. Mais on a toutes les décisions de justice qui sont favorables. Voilà. Je pense qu'on va arrêter le débat sur cette question. Peut-être Fred, un dernier point. Oui. Une autre précision, peut-être Alex va le confirmer. Malgré tout cela, comme on a eu les déviations sur le chemin Tamaya, un apport supplémentaire de véhicules, bien sûr, on a une dégradation accélérée, justement. La ville, justement, a assumé ses responsabilités pour apaiser la souffrance. On a à maintes reprises fait le tapis. N'est-ce pas, Alex? On a fait le tapis, on a repris la signalisation, il y avait des policiers qui allaient régulièrement, on a mis des dodanes, etc., etc. Mais néanmoins, la souffrance existe, elle est là, et ça a été 6 années de souffrance pour tous les riverains, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Bien, je pense qu'on est tous d'accord pour approuver la convention et donner pouvoir aux maires pour signer cette dite convention qui va enclencher le processus de reconstruction de ce mur. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe au point suivant. C'est le point concernant les garanties d'emprunt. Je passe la parole à Miguel Marilus. Merci, monsieur le maire. Effectivement, il s'agit d'une garantie d'emprunt donc, au profit de la société Ozanam qui souhaite faire l'acquisition de 20 logements en VFA. Et pour cela, la société Ozanam sollicite un emprunt de 1 986 167 € auprès de la CDC, mais la CDC exige pour cela que la ville garantisse au moins à 50%, c'est-à-dire à 993 088 € et 50 centimes. Donc cet emprunt. Donc, la commission, alors les caractéristiques, c'est-à-dire que ces logements se situent au quartier Bonne-Pavillon. Et puis, ce sont des résidences qui se composent d'un bâtiment de 20 logements. Et le coût total, bien entendu, est de 4 954 000 €. La commission de finances a émis un avis favorable et il est demandé au conseil municipal d'accorder sa garantie de principe pour l'opération, donc susvisée d'un montant de 993 088 € et 50 centimes, soit la moitié des 1 986 067 €. Voilà. J'étais en train de laisser terminer. Oui, sur la garantie d'emprunt, c'est assez classique. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Ensuite, deuxième sujet. Effectivement, il s'agit toujours d'une garantie d'emprunt concernant l'acquisition de 53 logements. J'ai un petit souci avec ma tablette là qui me pose problème. Je n'arrive pas à entrer sur le truc. Alors, merci. Alors, je disais qu'il s'agit là pour la garantie d'emprunt de 53 logements, toujours par la société Ozanam.
Et bien entendu, donc, le coût de cette acquisition est de 4 627 433 € auprès de la CDC. Et même principe, la CDC donc, exige donc, que la ville garantisse cet emprunt à hauteur de 50%, c'est-à-dire un montant de 2 313 716 € et 50 centimes. Alors, la particularité, alors il s'agit de 4 immeubles, hein, donc, à savoir, alors, pour cette opération qui va se dérouler sur la place du Calbassier, juste derrière nous, alors il s'agit donc de 4 bâtiments. Un bâtiment, donc un hôtel d'affaires, le bâtiment 2, donc 53 logements, bien sûr, proposés en VIFA par la société Ozanam. Donc 28 logements, 25 logements locatifs et 28 logements locatifs intermédiaires. Le bâtiment 3 donc, sera constitué d'immeubles de bureaux et le bâtiment 4 de 32 logements en accession. Je rappelle que le tout total de cette opération, donc sur la place de Calbassier, sera de à peu près de 11 409 900 €. Et la commission de finances a émis un avis favorable donc, pour cette garantie d'emprunt. Il demande au conseil municipal d'accorder cette garantie donc, pour l'opération subvisée d'un montant de 2 313 716 € et 50 centimes. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Tout le monde aura compris qu'il s'agit d'une partie du projet du Calbassier. Vas-y, José. Juste pour souligner, on parle souvent de concession d'aménagement de DEFIA de la ZAC du Calbassier. Oui. Donc là, c'est un exemple de réalisation du travail d'aménagement du Calbassier de DEFIA. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut bien préciser de quoi il s'agit. Il s'agit d'une résidence de 28 logements locatifs sociaux pour des personnes âgées, pour favoriser le maintien à domicile et l'accès à un habitat adapté au vieillissement de la population. Deuxième chose, d'une résidence de 28 logements intermédiaires, donc c'est-à-dire permettre une nouvelle population d'intégrer le centre-bourg, donc favoriser, redynamiser le centre-bourg et favoriser la redynamisation de ce centre-bourg et des commerces du centre-bourg. Donc ça s'intègre dans le cadre du grand projet de territoire qu'on a voté ici. Et il y a aussi un hôtel, et il y a aussi un bâtiment administratif qui sera le bâtiment de la mairie, l'annexe de la mairie, qui va regrouper tous les services de la mairie avec une passerelle qui sera en connexion avec l'actuelle mairie. C'est le projet du Calbassier qui commence. Et je rappelle que le projet dans sa globalité est à l'urbanisme et sera signé en septembre. Donc voilà, on commence. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Miguel, toujours l'approbation de l'ADM, numéro 2. Merci, monsieur le maire. Alors, donc, c'est une décision modificative numéro 2 de l'année qui ne met nullement en cause l'équilibre du budget. Alors, donc, bien entendu, donc, il s'agit pour nous d'ajuster certains crédits, mais aussi d'inscrire des recettes nouvelles non prévues initialement et d'ajuster en conséquence les crédits et les dépenses. Alors, ce projet de décision modificative de l'exercice numéro 2 de l'exercice s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit. Section de fonctionnement 0, section d'investissement 744 285 € et 80 centimes. Le total de la décision modificative numéro 2 s'élève ainsi à 544 285 € et 80 centimes. La section de fonctionnement. En ce qui concerne la section de fonctionnement, il s'agit d'un mouvement interne. Donc, les inscriptions budgétaires se déclinent ainsi. Mouvement interne, compte à compte, donc ce qui ne met pas en cause, comme je l'ai dit au début, l'équilibre du budget. Donc, nous avons moins 3 705 € pour financer l'action Passe Premier, et nous voyons bien entendu cet équilibre par un compte 6 834, soit 2 445 € et 1 060 € alors, pour financer les émoluments des intervenants dans le cadre de cette action. Donc, Passe Premier Secours. La section d'investissement, elle nous permet d'apprécier par le biais d'un tableau en dépenses d'ordre 544 285 € et 80 centimes et en recettes d'ordre 544 285 € et 80 centimes. Et nous avons le détail en recettes d'ordre d'investissement, mais aussi nous avons le détail des dépenses d'ordre d'investissement. Vous avez vu que ce sont les mêmes opérations et qui permettent d'apprécier au mieux ces
ces mouvements d'opération internes. Je ne vais pas vous faire la lecture. Et en dépenses réelles d'investissement, ce qui concerne les dépenses réelles d'investissement, il s'agit d'un mouvement toujours interne. Les inscriptions budgétaires se déclinent comme suit. Nous avons donc moins 20 000 d'un côté et moins 20 000 de l'autre côté. Et vous avez observé que c'est le même compte parce qu'il s'agit tout simplement de changer l'intitulé. On a donc le premier, donc moins 20 000, l'intitulé, donc c'est le projet Atlas de la biodiversité communale. Et on a l'autre, pour les plus 20 000, on a donc tout simplement Atlas de la biodiversité. Moins 2 500 €, donc sauvant la mangrove, et plus 2 500 €, eh bien, donc l'intitulé se fait à nouveau, donc se change et on parle plutôt donc de réhabilitation du parcours santé Bonne-Cabri. C'est juste pour permettre de changer donc les intitulés. Donc, nous retrouvons le même montant, donc 544 285,80 €, et la commission de finances a émis un avis favorable. Il est demandé au conseil municipal d'approuver cette décision modificative numéro 2 d'un montant de 544 285,80 €. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Tout le monde aura compris. Voilà. Tout le monde aura compris qu'il n'y a pas de recettes supplémentaires, mais il y a un mouvement d'ordre. Et voilà. Donc, des réaffectations. S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Parc automobile, je passe la parole à Alex Bridgton concernant la convention, le groupement de commandes avec la CACEM. Oui, alors, monsieur le maire, chers collègues, il faut dire que cette action a été expérimentée et sur l'agglomération centre et dans le cadre de la mutualisation des moyens et a donné des résultats positifs. Aujourd'hui, il s'agit de formaliser cette action en créant un groupement de commandes conventionné. Alors, le projet de convention a pour objectif de définir les modalités de constitution et de fonctionnement du groupement, conformément aux articles L2113-6 et suivant le Code de commande publique. Les membres signataires ont des besoins homogènes en matière de carburant, ce qui justifie une action coordonnée. Le groupement est constitué par 7 entités, à savoir la CACEM et ses 4 communes membres, la Montagne, Chelcher, Fort-de-France et Saint-Joseph, ainsi que le SMDVD et le STIS. Chaque entité est représentée par son dirigeant habilité à contractualiser selon une décision ou une délibération de l'organe compétent. Alors, la commission a émis un avis favorable pour la constitution de ce groupement en soulignant la cohérence des besoins identifiés, la pertinence de mutualiser les achats et l'intérêt économique du projet. Alors, il est demandé au Conseil aujourd'hui d'approuver la convention de constitution du groupement, d'autoriser le représentant légal à signer la dite convention, de désigner la CACEM comme coordonnateur du groupement en raison de son rôle fédérateur et ses moyens de logistique, de lancer la procédure de passation de marché public de carburant en voie conformément aux règles prévues. Vous avez derrière un diagramme qui montre les consommations et les économies faites sur la période 2022 à 2024. Voilà, monsieur. Très bien, chers collègues. Donc, il nous est demandé d'approuver la convention, d'autoriser le représentant à signer, de désigner la CACEM comme coordinateur et de lancer la procédure de passation. Est-ce que vous avez des questions concernant cette mutualisation qui garantit... Mais oui. S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Nous passons enfin au point relatif au marché. Je passe la parole à Louis-Félix. Vas-y. Bonsoir à tous. Alors, il s'agit d'informer le conseil municipal sur les marchés à concorde passé selon les procédures adaptées. Formaliser les procédures adaptées, les marchés sans publicité, ni mise en concurrence préalable et les modifications examinant. Alors, par délégation du conseil municipal du 11 juin 2020, le maire est autorisé à passer des marchés et accords cadres de fourniture de services et de travaux ainsi que des conventions dans le cadre de sa mission de service public dès lors que les crédits sont disponibles. Aussi, en application de l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit rendre compte des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.
Alors, vous constatez bien qu'il y a deux commissions qui interviennent dans le cadre de la commande publique. Il s'agit de la commission des achats pour les marchés à procédure adaptée, qui fait une proposition d'attribution à l'acheteur public. Et en deux, la commission d'appel d'offres qui a une compétence d'attribution pour les procédures formalisées, appel d'offres ouvert ou restreint, procédure avec négociation, dialogue compétitif. Et enfin, pour les modifications externes, condition à une augmentation supérieure à 5% du marché initial, du montant initial, du marché, elle émet un avis préalable obligatoire. Puis vous trouvez en pièce jointe le tableau récapitulant l'ensemble des marchés ordinaires passés dans ce cadre. Puis, Monsieur le maire, comme à l'accoutumée, la ville fait état de l'ensemble des marchés passés par la collectivité et notifiés au cours du mois de juin 2025. Alors, vous avez un marché sans publicité ni mise en concurrence, avec 5 marchés à appel d'offres ouverts. Alors, ces marchés se décomposent de la manière suivante. Vous avez un marché sans publicité ni mise en concurrence. Alors, le service concerné, développement urbain et innovation. Le montant de ce marché représente 141 800 €. Puis vous avez 5 marchés appel d'offres ouverts, le service concerné ESTE. Pour ces 5 marchés, vous avez un montant mini de 100 000 €, maxi de 670 000 €. Voilà, Monsieur le maire, c'est une information. Merci beaucoup. C'est une information, on n'a pas à voter. Vous avez pris connaissance des marchés de la commande. Donc, nous avons terminé notre conseil. Nous sommes aux questions diverses. Y en a-t-il? S'il n'y en a pas, je propose que l'on lève la séance. Je vous remercie tous et toutes. Et je vous donne rendez-vous samedi matin dans le hall de l'hôtel de ville pour la conférence glissant, samedi à 15 h au presbytère et dimanche à 7 h 30 dans le hall de la mairie. Nous partons pour la matinée, y compris l'après-midi, pour la fête patronale. Merci à tous et à toutes. Et vous avez un t-shirt de la fête patronale au bureau de Madame Salvin pour tous les élus de la ville. Donc vous pouvez passer récupérer tout de suite.